C'était le 14 avril 1861. À l'Académie militaire de West Point, le Saint-Cyr américain, un cavalier a porté ce jour-là un message qui allait bouleverser l'Amérique. Il le remit au prédécesseur du général Knowlton, qui commande aujourd'hui la célèbre école des cadets. Le commandant Alexander H. Bowman reçut la nouvelle que la garnison fédérale de Fort Sumter avait capitulé après avoir essuyé le feu de troupes de la Caroline du Sud. Fort Sumter était alors un ouvrage fortifié de la défense côtière situé sur une île dans le port de Charleston en Caroline du Sud. L'incident de Fort Sumter fut important en ce sens qu'il marqua le début des hostilités ouvertes entre les États du Nord et ceux du Sud. Lorsque le général Bowman lut le message aux cadets, ceux-ci comprirent tout de suite ce qu'il signifiait. La guerre civile. Les élèves officiers originaires du Nord entonnèrent l'hymne national, tandis que ceux du Sud, muets, baissaient la tête. Frères d'armes, ils savaient qu'ils allaient bientôt se battre les uns contre les autres. Le 21 avril 1861, 33 élèves sur le 207 que comptait alors le corps des cadets démissionnèrent et quittèrent l'académie. Beaucoup croyaient qu'en une seule bataille décisive de type napoléonien, l'affaire serait rapidement réglée. Peu d'entre eux s'imaginaient que cette guerre allait être la plus sanglante de l'histoire des États-Unis. 1860. Les États-Unis d'Amérique existent depuis 85 ans, à peine un petit siècle. Mais ils ont déjà 30 millions d'habitants. New York, avec 800 000 habitants, est la troisième ville du monde. C'est un pays tout neuf, qui n'a pas encore fini de naître. Autour du noyau des 13 anciennes colonies britanniques, 33 États très jaloux de leur indépendance se sont créés et se sont donné un gouvernement fédéral à Washington. Mais c'est une nation inachevée. À l'ouest, il reste d'immenses territoires à conquérir. Tous les 4 ou 5 ans, un nouvel État se crée dans ces terres vierges. Le Texas, en 1845, l'Iowa, en 1846, la Californie, en 1850, l'Oregon, en 1859. Une nation de fermiers qui se considère le peuple le plus heureux et le plus libre de la terre, et qui a sans doute raison. Mais l'âge de l'innocence est terminé. À côté de cette Amérique idyllique et rurale, une autre Amérique est en train de naître, celle de la révolution industrielle. C'est le début d'un nouvel âge d'or. En 1853, sous le plus grand dôme du monde, celui du Crystal Palace de New York, les États-Unis ont organisé leur propre exposition universelle pour comparer leur industrie à celle de l'Europe. On y a découvert qu'ils ont dépassé la France et qu'ils sont la seconde puissance industrielle mondiale derrière l'Angleterre. Cette Amérique, c'est celle du Nord, celle de Boston, de New York, de Philadelphie, où les immigrants qui affluent par dizaines de milliers fournissent une main-d'œuvre abondante. La machine y est reine. Singer vient d'inventer sa première machine à coudre. Goodyear, le premier pneu. Otis, le premier ascenseur. Les machines agricoles de McCormick partent à l'assaut des grandes plaines de l'Ouest. C'est aussi l'époque des premiers gadgets, de la première machine à laver, oui déjà. En 1854, le train, le cheval de fer, traverse la moitié du continent à la vitesse de 50 km à l'heure. Il vient d'atteindre Chicago et il est déjà en route pour le Pacifique. Les descendants des puritains du Mayflower ont créé des dynasties de grands marchands, de grands industriels, de grands banquiers. Mais dans le sud subsiste une autre Amérique, coloniale et agricole, celle des grandes plantations de coton. Cette Amérique, c'est celle des esclaves aussi.
En 1860, le coton représente plus de la moitié des exportations des États-Unis. Toute la richesse du Sud est fondée sur lui. Tout sépare le Nord et le Sud, depuis toujours. Et d'abord l'économie, qui joue un rôle capital. Le Nord industriel est protectionniste, il réclame des barrières douanières pour protéger sa jeune industrie contre la concurrence de la puissante industrie européenne. Il veut faire du Sud une chasse gardée pour ses produits. Le Sud agricole, au contraire, est libre-échangiste. Il souhaite que les bateaux qui emportent son coton vers l'Europe ne reviennent pas à vide, mais chargés de produits européens à bon marché. Il refuse d'être colonisé par l'industrie et la finance du Nord. La politique aussi sépare le Nord et le Sud. Les États du Nord qui se sentent les plus forts veulent un gouvernement puissant et centralisé. Les États du Sud, au contraire, sont régionalistes parce qu'ils ont peur d'être écrasés. Ils veulent garder leur indépendance vis-à-vis de Washington. Une frontière sépare ces deux mondes très différents qui s'affrontent depuis 40 ans. La frontière de l'esclavage, la Mason-Dixon Line, une frontière juridique. Au nord, l'esclavage est interdit. Au sud, il est autorisé. Pour les gens du Nord, l'esclavage est intolérable, car pour eux, l'Amérique ne doit pas être un pays comme les autres. Elle a été créée par des hommes qui ont fui l'Europe parce qu'ils y étaient persécutés pour des raisons politiques ou religieuses. Et ils ont voulu fonder une nouvelle patrie sur un principe sacré, la liberté, comme le rappelle Lyndall Davis, originaire de Nouvelle-Angleterre. Les gens du Nord étaient les héritiers d'un mouvement, de certaines idées, de nouvelles pensées qui allaient vers la liberté de l'homme. Ce mouvement de pensée a donné naissance à notre déclaration d'indépendance, à notre déclaration des droits des hommes, qui a été déclarée en Amérique 14 ans avant la Révolution française. Et les gens du Nord y croyaient fermement. Les gens du Nord sont venus pour former une nouvelle patrie, un nouvel pays. Les gens du Sud étaient les colons, c'était la colonie, où la vie était facile et où ils gagnaient beaucoup d'argent au prix de l'esclavage. Le Sud, le monde élégant et romantique d'autant en emporte le vent, avec ses belles maisons à colonnes, ses meubles d'acajou, ses magnolias, sa douceur de vivre. Le Sud féodal avec ses grands propriétaires terriens qui prétendent tous descendre des cadets de la noblesse anglaise venus faire fortune aux colonies. Le Sud raffiné avec ses bals, ses robes à crinoline, ces jeunes filles de Virginie qui, sous des airs langoureux, cachent des passions dévorantes. Et ces jeunes dandys de Louisiane qui se battent en duel pour un oui ou pour un non. Le Sud aristocratique qui n'a que mépris pour les bourgeois et les marchands du Nord avec leurs idées égalitaires. Je sais que l'image du Sud plaît beaucoup aux Français. C'est très joli. Mais à quel prix? C'était pour combien de personnes? 8000 planteurs, aux dépens de 4 millions d'esclaves. Pour le Nord, l'esclavage est un problème moral. Pour le Sud, c'est un problème économique, une question de vie ou de mort. Sans esclaves, plus de coton. Sans coton, plus de Sud. D'ailleurs, l'esclavage n'est pas un mal, au contraire. Il est conforme aux lois de la nature et aux lois divines, pensaient sincèrement les ancêtres de Mathé Alain. Les gens du Sud avaient une véritable affection pour leurs esclaves. La même affection que les gentlemen du Sud qui aujourd'hui vous disent « j'aime bien les nègres à leur place ». Aussi, les classes étaient fortement définies. Il y avait les esclaves, il y avait les maîtres. Donc, il n'y avait pas d'antagonisme très fort entre les races, pas d'un point de vue de race. Les maîtres craignaient les révoltes d'esclaves, mais ils se sentaient relativement à l'aise avec les Noirs. Et justement, les gens du Nord trouvaient parfois très surprenant qu'une grande dame du Sud consente à
voyager dans un train par une chaleur énorme à côté de son esclave noir et trouve tout naturel d'être ainsi très près de la négresse. Ça ne la dérangeait pas du tout. N'oubliez pas aussi qu'à l'époque, au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, la vie des classes laborieuses était dure partout. Et la vie des esclaves dans les plantations du Sud n'était certainement pas pire dans l'ensemble que celle des classes industrielles dans des villes comme Manchester, dans les grandes villes industrielles d'Angleterre, du nord de la France, du nord des États-Unis. Les esclaves étaient traités parfois brutalement, c'est vrai, mais la brutalité envers les classes laborieuses, encore une fois, était considérée normale à l'époque. Les maîtres trouvaient tout naturel de battre leurs valets. Les maîtresses de maison battaient leurs bonnes. La brutalité semblait une partie nécessaire de la vie lorsqu'on avait affaire aux classes inférieures. Et pourtant les Noirs, qui sont 4 millions contre 5 millions de Blancs, ne se révoltent jamais. Impossible, affirme Gordon Heath. Il y avait des milices, des véritables armées, des chiens, des chasseurs d'esclaves professionnels qui empêchent les révoltes. Et surtout, au début, on les abrutissait de travail. Pas de question d'éducation, c'est contre la loi d'apprendre à lire, apprendre à écrire. On les a gardés à l'état d'animaux, il n'y a plus des hommes. Une seule solution, celle de toutes les bêtes traquées, la fuite. La fuite grâce à des gens du Nord, des Blancs, qui ont organisé une filière qu'on appelle le chemin de fer clandestin, qui les guide la nuit à travers les forêts et les marais, qui les héberge et qui les aide. Dans les années 50, 75 000 fugitifs ont ainsi franchi la ligne Mason-Dixon pour se réfugier dans le Nord, le pays de la liberté. Dans le Nord qui pleure des larmes de pitié et frémit d'indignation en lisant La case de l'oncle Tom, un roman populaire écrit par une femme qui décrit le martyre des pauvres Noirs du Sud. Le trafic des esclaves, les familles déchirées. À peine paru, le livre s'est vendu à 300 000 exemplaires, le plus fort tirage de l'histoire de la littérature à l'époque. Les nordistes étaient déçus, furieux. Ils ne pouvaient pas accepter. On voyait même le moment que peut-être les droits de l'homme étaient menacés. Ça a soulevé beaucoup d'émotions. On a eu beaucoup d'incidents aussi. On avait les gens du Sud qui venaient dans les États du Nord où l'esclavage était défendu, qui venaient chercher les fugitifs, les Noirs qui sont fuyés vers le Nord. Depuis 10 ans, la tension ne cesse de monter. Chaque fois qu'un fugitif est rendu à son maître sudiste, conformément à la loi, de véritables émeutes éclatent dans le Nord. Le cas de l'un d'entre eux, Dred Scott, est porté devant la Cour suprême et devient une affaire d'État. Chaque fois, c'était un scandale, ça soulevait beaucoup d'émotions, comme l'affaire Dreyfus en France. En 1855, au Kansas, un début de guerre civile éclate entre les esclavagistes et les abolitionnistes. Des bandes armées venues du Nord et du Sud s'y affrontent en véritable bataille rangée. Un nouvel enjeu oppose en effet le Nord et le Sud, l'Ouest. L'Ouest où affluent les gens du Nord, poussés par les vagues d'immigrants venus d'Europe. Et aussi les colons du Sud, qui après avoir épuisé sans scrupule les riches terres de la Géorgie et de l'Alabama, partent à la recherche de nouveaux territoires à exploiter. Et chaque fois que se crée un nouvel État à l'Ouest, se pose la question, sera-t-il esclavagiste, oui ou non? C'est-à-dire, en fin de compte, appartiendra-t-il au Nord ou au Sud? Dans l'Ouest est né un nouveau type d'Américain, le pionnier, l'homme de la frontière, pur, dur et généreux. Abraham Lincoln en est le modèle. Arrivé du Kentucky en chariot avec son père, il s'est installé dans l'Illinois où il a été bûcheron, facteur, boutiquier, puis enfin avocat. Autodidacte, il n'a fréquenté l'école que pendant une année, en tout et pour tout. Il est fermement opposé à l'esclavage.
Mais sa principale obsession, c'est le maintien de l'Union. Il a 51 ans. En 1860, il est élu président des États-Unis. Pour le Sud, c'est le signal que la partie est perdue. Les fermiers de l'Ouest et les industriels du Nord se sont ligués contre lui. Le divorce est inéluctable. Aussitôt, la Caroline du Sud fait sécession. En un mois, 7 États décident de se retirer des États-Unis. Leurs représentants se réunissent alors à Montgomery, dans l'Alabama, pour créer une confédération et adopter une nouvelle constitution, identique à celle des États-Unis, mais avec l'esclavage en plus. C'est une explosion de joie. Depuis 40 ans, le Sud rêve de reprendre sa liberté. Voilà qui est fait. 4 jours plus tard, les confédérés élisent leur président, Jefferson Davis, un sénateur modéré qui ressemble à Lincoln comme un frère, né dans le Kentucky comme lui, et la même année. Pour l'instant, il n'est pas encore question de se battre. Mais 2 mois plus tard, le canon tonne à Fort Sumter que la garnison fédérale refuse de remettre aux autorités du Sud. Après 2 jours de bombardement, le fort se rend et la population de Charleston danse sur le drapeau étoilé de l'Union. Le Nord ne peut tolérer cette rébellion. Lincoln lance un appel pour demander 75 000 volontaires, car les États-Unis n'ont pratiquement pas d'armée. À peine 20 000 hommes, tous occupés dans l'Ouest à combattre les Indiens. Et pas question de conscription, c'est contraire à la liberté. À cette nouvelle, 4 nouveaux États du Sud se rallient à la rébellion. Une moitié du territoire se dresse maintenant contre l'autre. Un combat apparemment inégal. Le Nord a 19 millions d'habitants, le Sud seulement 5 millions de Blancs. 1 contre 4. Pourtant, les sudistes partent le cœur confiant dans la victoire. Sanglés dans leurs beaux uniformes fantaisie, cousus amoureusement par les belles du Sud. Elles sont encore plus fanatiques que les hommes, raconte Paul Kleinfelter. Quand les jeunes aristocrates du Sud sont partis à la guerre, ils sont partis joyeux, entourés de leurs esclaves personnels. Ils avaient leur linge, leur argenterie personnelle, leurs gens autour d'eux. Ils connaissaient les armes, ils savaient tirer, ils savaient monter à cheval. Il avait des chevaux tant qu'il en voulait. Et il menait avec lui des gens qui dépendaient de sa famille. Donc, il y a eu très souvent une compagnie entière formée par un propriétaire parce qu'il avait ces gens avec lui. Il y avait cette loyauté en plus de l'enthousiasme général parmi ces gens-là. Dans le Nord, c'est le même enthousiasme. Dans un désordre indescriptible, une armée d'opérettes qui n'a aucune discipline et qui élit ses officiers se met en marche. Les dragons légers de Chicago, la brigade de fer du Wisconsin, les lanciers de Boston, la brigade des Garibaldiens. Les zouaves surtout sont à la mode. Boston, Chicago et Springfield en ont chacune un régiment. Et tout ce joli monde se précipite vers Washington pour défendre la capitale menacée par l'armée du Sud. La date et le lieu de la bataille ont été publiés à l'avance par les journaux. Rendez-vous à Bull Run, dans les environs de Washington, le 21 juillet. Les habitants de la ville et les membres du Congrès viennent assister en famille à ce grand tournoi qui doit décider d'un seul coup du sort des États-Unis. 30 000 hommes environ de chaque côté se précipitent alors dans une mêlée confuse. Elle ne fera pas 1000 morts. Juste le temps pour les belles dames de Washington qui soignent les blessés de réaliser soudain que la guerre n'est pas une partie de pique-nique. Qui a perdu, qui a gagné? Au soir de la bataille, les nordistes vont se réfugier en désordre dans les rues de Washington. Les sudistes ont remporté une grande victoire, mais ils ne le savent pas. Au lieu de prendre la capitale,
Ils vont rentrer chez eux et manquer leur seule occasion de gagner cette guerre, constate l'historien Philippe Vigier. Ce qui est curieux, c'est qu'en fait, les conséquences ont été beaucoup plus bénéfiques pour le vaincu que pour le vainqueur. Lincoln, en particulier, a parfaitement compris, lui, que la guerre serait beaucoup plus difficile que l'on ne pensait et qu'il fallait surtout prévoir un élargissement des opérations de façon à, en particulier, profiter de la supériorité numérique du Nord sur le Sud. Le Nord, en fait, ne souhaite pas, coûte que coûte, imposer son mode de civilisation au Sud. Et beaucoup, d'ailleurs, parmi les nordistes l'ont dit, souhaiteraient une paix de compromis ou souhaiteraient que, avant tout, il y ait rétablissement de l'Union, même si ceci ne s'accompagne pas de l'abolition de l'esclavage. Lincoln a eu d'ailleurs des paroles très fermes à cet égard. Ce qu'il défend avant tout, c'est l'Union. Et donc, si le Sud accepte de rentrer dans l'Union, eh bien, à ce moment-là, on passera l'éponge sur ce qui s'est passé précédemment. Aussi, Lincoln hésite à envahir et à occuper l'immense territoire du Sud. De toute façon, il n'en a pas les moyens. Alors il adopte un autre plan, étouffer la rébellion. En avril 61, il décrète le blocus. Près de 400 navires à voile et à vapeur armés de 3000 canons surveillent les ports sur les côtes de l'Atlantique et du golfe du Mexique. D'autre part, il crée une armée de l'Ouest pour descendre le long du fleuve Mississippi et tenter de couper le Sud en deux. Enfin, il met sur pied une force considérable, l'armée du Potomac, pour le moment venu, essayer de prendre la capitale du Sud, Richmond. Pendant tout l'hiver, l'armée du Nord s'entraîne sur les bords du Potomac, près de Washington. Cette armée du Nord a son photographe, Matthew Brady, qui pour la première fois va fixer pour l'armée du Potomac à un jeune général McClellan. Organisateur remarquable, chef adoré de ses troupes, il lui manque hélas une qualité, la volonté de se battre. Il dispose d'une force imposante et bien organisée de 200 000 hommes, mais il n'ose pas la risquer dans les hasards d'une guerre. Voilà plus d'un an qu'il ne se passe rien. Aussi, en mars 1862, Lincoln vient donner l'ordre formel à McClellan de se mettre en campagne. Une armée de 100 000 hommes entre alors en Virginie pour aller prendre Richmond, la capitale du Sud. Elle n'y arrivera jamais. Un homme lui barre la route, le général Lee, un géant de 53 ans, un vrai gentleman, issu d'une grande famille du Sud. Son père était le compagnon d'armes de Washington. Officier de carrière, sorti de West Point, le meilleur stratège de la guerre de sécession. Simple, modeste, humain, Lee a affranchi ses propres esclaves, mais il a choisi le Sud, le cœur déchiré, a-t-il déclaré, car il ne veut pas porter les armes contre sa terre natale, la Virginie. Battant toujours à 1 contre 2, Lee va tenir en échec tous les généraux du Nord. Pendant 2 ans, les combats se concentrent entre les deux capitales, Washington, la capitale du Nord, et Richmond, la capitale du Sud, distante d'à peine 150 km. En 1861, le Nord a essayé de prendre Richmond, mais le général Lee, par ses brillantes manœuvres, a défait les armées de McClellan au cours de la bataille des 7 jours. Et les nordistes sont retournés chez eux. En 1862,
Lee essaie à son tour d'envahir le Maryland, une folle entreprise. Après un combat incertain à Antietam, il est obligé de faire demi-tour et de rentrer en Virginie. À l'est, la partie est nulle, mais à l'ouest, les nordistes ont marqué des points. Ils ont réussi à débarquer en Louisiane, à prendre la Nouvelle-Orléans, et ils remontent le Mississippi. Quant à l'armée de l'Ouest, où un général commence à faire parler de lui, le général Grant, elle est descendue jusqu'à Memphis. Dans ce pays immense, il n'y a pas de front. C'est surtout une guerre de patrouille, d'escarmouches, où on meurt 2 fois plus de typhoïde ou de dysenterie que d'une balle dans la tête. Une guerre qui n'en finit pas. Au début, les volontaires s'engageaient pour 90 jours. Tout devait être réglé en quelques semaines. Maintenant, ils doivent signer pour 3 ans. Aussi, beaucoup de leurs camarades, au nord comme au sud, désertent sans scrupule quand ils en ont assez. Une guerre où on est abandonné à soi-même, où il faut se débrouiller avec les moyens du bord. Oui, vraiment. Une guerre trop longue. Dans un camp comme dans l'autre, les soldats commencent à se sentir une classe à part, en marge de la société. Des soldats oubliés. Food they give us, if you want to call it that, that's this junk. Called hardtack, made out of flour, salt, and water. Rather appropriately named. You can hear that, see how it is. Well, several recipes for it. You can take it and bust it up like that and toss it in your coffee. That'll soften it up right quick. Or take it and toast it over the fire in the end of your bayonet. You can take it and fry it up in bacon fat if you care to. Whole problem with it is being flour, salt, and water. That all comes out tasting just about the same. Oh, Army will give us a ration of coffee every once in a while. You cook it up in your tin cup. If you don't trade it away to the rebels, though, all the tobacco's down south. And every once in a while you get a hankering for a chew. Now you trade away your coffee since they can't get any. And then you're without coffee till the Army gives you some more. Ma, I better write to Ma, too. Why, she sacrificed her good tablecloth for my shirt. Yeah, she made it. It's a right nice shirt. Had to get the buttons myself. They're made out of wood. Oh, but it's pretty boring around here. That's why we sort of look forward to getting letters and all. Oh, do a lot of whittling when you're bored with your pocket knife. Yeah, do a lot of whittling. Oh, reading and writing every once in a while. The Bible. Try and scrounge up a Bible just before it seems like we're going to have a battle. Play cards, too, but, well, just before a big battle, all them sinning things seem to disappear. Throwing them by the side of the road. You want to be in the favor of the good Lord. And when you go into a battle, yeah, Army life can be right boring. Oh, except when you do see a battle every once in a while. And then you're too scared to know how much fun you're having. Et pourtant, cette guerre est la première guerre moderne. La tactique date de Napoléon, c'est vrai. Mais la stratégie, elle, utilise pour la première fois les jouets tout neufs de l'âge industriel. Le train, qui sert au transport des troupes et du matériel, et qui donne une dimension nouvelle aux opérations. Le télégraphe, inventé depuis peu par Morse. 75 000 kilomètres de fils télégraphiques couvrent déjà les États-Unis, et les premières tables d'écoute sont utilisées pour l'espionnage. Oui, elles remontent à cette époque. Les premières armes automatiques, le Colt, déjà célèbre dans l'Ouest, et la carabine à répétition en service dans la cavalerie. Pourtant, Washington ne s'intéresse pas à l'invention d'un certain Gatling, qui est l'ancêtre de la mitrailleuse. Seul un général nordiste en commandera une douzaine pour le siège de Pétersbourg. Le Nord, toujours lui, dispose d'un corps de ballons d'observation pour régler ses tirs d'artillerie.
Au cours des 2 premières années de la guerre, ils effectueront plus de 3000 ascensions. La marine américaine, une des meilleures de l'époque, joue un rôle important sur les fleuves et sur les océans. Dans la baie de Norfolk se déroule le 8 mars 1862 la première bataille de cuirassés. Un vieux bateau de bois recouvert de plaques de tôle par les sudistes force le blocus et sème la terreur en coulant 2 navires. Le lendemain, les nordistes lui opposent un autre monstre, le Monitor. Aucun des deux ne peut couler l'autre. Mais la nouvelle fait sensation dans les amirautés européennes. C'est la fin de la marine en bois. Faute de navires, le Sud utilise les premières mines, de vieux tonneaux de poudre, et met en service le premier sous-marin de la guerre navale. Une aventure épique. Il coule 4 fois, dont une fois avec son inventeur, qui périt noyé avec les 8 hommes d'équipage. 4 fois renflouée, cette machine à pédales finit par envoyer par le fond un navire nordiste, grâce à une mine attachée au bout d'une perche. Mais secoué par l'explosion, il disparaît dans les flots avec sa victime. Aussi cette guerre passionne l'Europe. Les militaires, bien sûr, mais les gouvernements aussi. Napoléon III, lui, est plutôt satisfait de ce conflit qui affaiblit l'Amérique anglo-saxonne au moment où il essaie de créer au Mexique un grand empire catholique. Il refuse donc jusqu'au bout de prendre parti. Pourtant, l'opinion publique, elle, avait choisi son camp, celui de la liberté. Les thèmes abolitionnistes, indiscutablement, ont eu une grande fortune chez nous. Songeons par exemple que plusieurs membres de la famille des Orléans, plusieurs fils de Louis-Philippe, ont été combattre dans l'armée du Nord. Songeons que pour les républicains français, l'exemple de Lincoln a beaucoup compté. Lisons les lettres, par exemple, d'Alain Targé, un ami de Gambetta. Lisons surtout les romans de Jules Verne, qui est tellement significatif de ce milieu républicain du Second Empire. Et nous voyons, en lisant Nord contre Sud ou tel autre roman, combien grand était le prestige de ces nordistes auprès de l'opinion française. Le 1er janvier 1863, coup de théâtre. Lincoln signe une proclamation décrétant l'émancipation de tous les esclaves du Sud. Il a abandonné tout espoir de compromis. Alors il coupe les ponts. 186 000 Noirs vont être mobilisés dans les armées du Nord. Désormais, impossible de revenir en arrière. Il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. À l'ouest, les nordistes continuent d'avancer le long du Mississippi. Petit à petit, l'étau se resserre. Or, dans une guerre d'usure, le Sud n'a aucune chance de l'emporter. Malgré les succès de Lee, les pertes en hommes deviennent insupportables. Les ressources s'épuisent. On manque de tout. Il faut faire quelque chose. Alors le général Lee décide de foncer vers le nord et d'envahir la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, un pays de cocagne, sur lequel son armée pourra vivre, se vêtir, s'équiper, et qui sait, débusquer l'armée du Nord et remporter une victoire décisive. Juin 63. En un mois, Lee, avec 100 000 hommes, traverse la Virginie et le Maryland et entre en Pennsylvanie. Avec l'arrière-pensée de semer la panique sur les arrières nordistes, de couper Washington du reste du pays et de tomber sur la capitale par le nord. Il est suivi par les armées du Nord, sous le commandement du général Meade, qui est mal renseigné sur ses intentions, mais qui s'est tout de suite lancé à sa poursuite. Le 30 juin, l'armée de Lee décide soudain de faire un détour par Gettysburg. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il existe dans cette petite ville un stock de 20 000 paires de chaussures. Une tentation irrésistible pour les soldats du Sud. Ces 20 000 paires de chaussures vont peser lourd dans l'histoire. C'est ici, sur cette colline, que les premières troupes sudistes sont arrivées le matin du 1er juillet. L'armée du général Lee arrive de l'ouest, de derrière cette rangée de montagnes qu'on voit à l'horizon.
ils pensaient que le village allait être libre, qu'il n'y avait pas de troupes nordistes. La veille, d'autres troupes étaient passées sans en rencontrer aucun. La première division du général Heth est arrivée et c'est en montant cette colline d'où on voit la perspective du village et des crêtes derrière, qui se sont rendus compte qu'il devait s'y passer quelque chose, puisque on avait déjà des coups de feu de la cavalerie nordiste qui était sur le coteau en face. Sur les positions nordistes, le major Saint-Amand, instructeur à West Point. Au matin du 1er juillet, les forces nordistes se trouvaient dans la ville de Gettysburg. La cavalerie nordiste a mis pied à terre et elle occupe la colline du Séminaire pour protéger Gettysburg contre les avant-gardes sudistes. Mais tout au long de la journée, l'armée de Lee, toute proche, ne cesse d'arriver et se concentre autour de Gettysburg sur la colline McPherson. En fin de journée, Lee dispose de 70 000 hommes contre quelques milliers à peine. Au fur et à mesure que le temps passait, le général commandant la cavalerie s'est rendu compte de la tâche immense qui se présentait. Il a envoyé envers le corps d'infanterie du général Reynolds un appel pour le secours. Mais l'infanterie nordiste est encore loin. Toute l'armée de Meade était tirée sur 25 km. Elle se hâte maintenant vers Gettysburg. « 35 000 hommes seulement y parviennent et sont engagés dans la bataille par petits paquets. Les nordistes, submergés par le nombre, lâchent pied et s'enfuient vers la ville. Au soir, c'est une véritable débandade. Ils ont perdu 10 000 hommes, dont 2 500 prisonniers. Dans les rues de Gettysburg, des milliers d'hommes se bousculent comme un troupeau affolé. Les fuyards qui ont abandonné leurs drapeaux et leurs unités sèment la panique parmi les renforts qui refluent en désordre. Tout le monde court se réfugier derrière Gettysburg, sur la colline du cimetière. Ironie, le fronton porte cette inscription: « Par respect pour les morts, il est interdit de porter des armes en ce lieu. » Toute la nuit, les généraux tentent de rallier leurs troupes, réfugiées parmi les tombes. Dans l'obscurité, les officiers cherchent leurs hommes, rassemblent les traînards, dirigent les renforts, installent les batteries de canons. Voilà enfin le général en chef, Meade, qui arrive sur place à minuit. Il reforme une ligne de bataille et à l'aube, 50 000 hommes attendent l'assaut des sudistes. 2 juillet. Les nordistes sont installés tant bien que mal sur la colline du cimetière. Mais les renforts continuent d'arriver. Le général Lee, qui dispose de toutes ses forces, est pressé d'en finir. Il a donné l'ordre d'attaquer dès 8 heures du matin sur les 2 flancs. Mais le général Longstreet, qui commande l'aile droite, n'est pas d'accord avec Lee. Et les généraux sudistes perdent toute la matinée en vaines discussions. Les nordistes auront le temps de rassembler 90 000 hommes avant que les sudistes se décident enfin à attaquer à 4 heures de l'après-midi. L'artillerie du Nord, qui a une supériorité écrasante, brise l'assaut des sudistes. Par 3 fois, ils repartent à l'attaque. Par 3 fois, ils sont repoussés. On se bat au corps à corps jusqu'à la nuit tombée. Pour Lee, c'est l'occasion perdue. La victoire lui a échappé et il a perdu 20 000 hommes, dont le sang va rougir ce petit ruisseau, baptisé depuis Bloody Run.
le troisième jour de la bataille, le général Lee se rend compte qu'il ne peut pas continuer ce combat d'usure. Mais il ne peut plus reculer. Il est trop loin de ses bases. Et il sait que c'est la dernière chance pour le Sud de vaincre ou de périr. Alors il décide de jouer le tout pour le tout. Le troisième jour, il donne l'ordre au général Pickett d'attaquer au centre, avec 3 divisions, 15 000 hommes, pour enfoncer le front nordiste. Une charge folle. Il va falloir traverser plus d'1 kilomètre en terrain découvert, sous une pluie de balles et d'obus. Peu importe. Lee sait qu'il peut compter sur le courage légendaire de ces Virginiens. C'est ici, à la limite de cette ligne d'arbres, que les troupes sudistes attendaient au début de l'après-midi, le 3 juillet 1863, pour la charge de Pickett. Les 3 divisions sudistes, celle de Trimble, de Pettigrew et de Pickett lui-même, devaient traverser ce champ pour attaquer contre cette colline qui se trouve en face. Et en droit devant, le général Lee avait donné comme but pour toutes ces troupes qui devaient faire cette attaque le bouquet d'arbres qui se trouvait à ce moment-là devant nous et qui s'y trouve encore. À 3 heures de l'après-midi, les 15 000 hommes de Pickett s'ébranlent au pas cadencé. 19 régiments de Virginie, 15 de Caroline, 3 du Tennessee, 3 du Mississippi et 2 de l'Alabama. Les troupes sudistes même se sont arrêtées à mi-chemin pour se regrouper, puisque les lignes avaient un peu perdu leur sens. Les officiers prenaient leurs troupes en main et en tiraient toujours pas beaucoup. Mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à courir, qu'ils se trouvaient assez près des collines en face pour avoir de l'espoir, pour briser la ligne nordiste. Les hommes commençaient à crier le Rebel Cry, qui était leur cri de guerre. Ils avançaient vers la crête de plus en plus. Les nordistes tiraient, il y avait des troupes qui tombaient, mais on voyait qu'ils atteignaient, qu'ils y arrivaient, qu'ils allaient briser la ligne nordiste. Le général Lee devait regarder ça avec angoisse. Il était là, il voyait ces troupes qui arrivaient là où il fallait arriver, ayant traversé une étendue si longue. C'était le moment critique. Les généraux, les colonels, sabre au clair mènent la charge contre ces hommes en bleu qui sont souvent des camarades, des amis, parfois même des frères. Le général Meade, qui commande les nordistes, avait prévu cette attaque de son ami Lee. Il le connaît trop bien. Ils étaient ensemble à West Point. Dès la veille, il a renforcé son centre. Aussi, le choc est terrible. Une mêlée sauvage qui dure à peine 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles les 19 généraux du Sud sont tués ou blessés. Tous sauf un. En 20 minutes, la charge héroïque s'est brisée contre le mur nordiste. Les soldats de Pickett n'atteindront jamais le bouquet d'arbres. C'est l'échec. Lee décide alors de battre en retraite et de rentrer en Virginie. Pour le Nord, c'est la première grande victoire. Mais à quel prix? Les photos de Brady sont là pour en témoigner. Gettysburg a coûté plus de 50 000 hommes, tués ou blessés. 23 000 au nord, 28 000 au sud. Ce sera la dernière bataille de volontaires. Après cette hécatombe, il faudra faire appel à la conscription. Un homme sur 3 a été mis hors de combat. Vous voyez là-bas, devant les 2 round top, les vautours qui tournent. On les y voit tous les jours. Après la bataille, il y a eu de telles pertes qu'on n'arrivait pas à enterrer les morts. Et les gens du pays disent que les vautours sont venus très nombreux à ce moment-là et qu'ils y sont toujours, qu'on les y voit toujours. Et comme on prétend aussi que les vautours vivent jusqu'à 125 ans, que ce sont peut-être les mêmes.
Gettysburg, au fond une bataille comme beaucoup d'autres. Et pourtant, elle marquait le tournant de la guerre de sécession. Il y a maintenant 2 ans que la guerre dure et maintenant joue vraiment à fond la disproportion des ressources entre le Nord et le Sud. Et je pense que c'est cela, finalement, qui va être décisif. Tout de même, c'est le Nord qui possède la quasi-totalité du potentiel industriel des États-Unis, et c'est essentiel, bien sûr, pour l'industrie de guerre. C'est le Nord qui possède une réserve humaine considérable. Maintenant, la supériorité numérique est écrasante en faveur du Nord. Le Sud est obligé de racoler qui il peut, ces petits blancs qui commencent à dire « pourquoi me battre pour les gros, pour les riches planteurs ?» D'où les désertions qui commencent à se multiplier. Le fait est tout de même très inquiétant. Voyez-vous, le Sud, maintenant, a le sentiment que la défaite est tout de même probable, alors qu'il croyait jusqu'ici à la victoire. Alors ça va être la bataille du désespoir, et c'est ce qu'il y a de plus dur, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est le plus difficile à réduire. Un combat désespéré qui va durer encore 2 ans. Car le Sud ne cède pas. Il faut l'écraser jusqu'à la dernière patrouille, jusqu'au dernier soldat. C'est la tâche de 2 généraux nordistes. Grant, qui avait été chassé de l'armée pour alcoolisme et qui devient général en chef à 42 ans. Grant qui décrète qu'il faut en finir et invente la guerre totale. Sherman, l'exécutant implacable, qui déclare la guerre est un enfer et qui lance de grands raids à travers le Sud en annonçant « Je ferai pleurer la Géorgie ». Maintenant, c'est la politique de la terre brûlée. Il faut affamer ces enragés, incendier leurs maisons, leurs fermes, leurs terres. Oui, les belles du Sud vont pleurer des larmes de sang. Sherman chassera tous les habitants d'Atlanta et mettra le feu à la ville. Cette guerre qui devait durer 3 mois finira par durer 4 ans. La guerre la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. 600 000 morts. L'Amérique y a perdu plus d'hommes que dans toutes les autres guerres réunies, y compris les 2 guerres mondiales, la Corée et le Vietnam. 600 000 morts sur une population de 30 millions d'habitants. Le 9 avril 1865, le dimanche des Rameaux, c'est la fin. Dans le petit village d'Appomattox, en Virginie, le général Lee, qui pour une fois a revêtu son plus bel uniforme, signe la reddition sans condition devant Grant, en tenue de campagne. Les vainqueurs sont aussi émus que les vaincus. Grant a interdit toute manifestation de joie à ses troupes. En sortant, Lee déclare dans un soupir « Nous avons le devoir de vivre ». Un seul homme aurait peut-être pu réconcilier le Nord et le Sud, Lincoln. Mais 6 jours plus tard, le vendredi saint, il est assassiné dans sa loge de théâtre par un acteur, un partisan fanatique du Sud. Grâce au Nord, l'Union l'a emporté. L'unité des États-Unis a été sauvée. Mais pour le Sud, les blessures de cette guerre ne s'effaceront jamais, jusqu'à aujourd'hui. Le Sud est la seule partie des États-Unis qui sache ce que c'est qu'une défaite, ce que c'est qu'une humiliation totale. C'est une expérience que le reste des États-Unis n'a jamais connue. Le Sud sait ce que c'est que l'occupation. Le Sud peut comprendre quelque chose comme le maquis, quelque chose qui pour le Nord ne correspond à rien dans leur expérience. Et maintenant, bien sûr, avec le Vietnam, cette guerre assez peu glorieuse, tous les États-Unis connaissent en partie cette expérience, mais pas comme le Sud l'a connue, avec l'occupation, la destruction de son propre territoire par une armée ennemie.
Le Sud n'a pas oublié la défaite. Le Sud n'a pas accepté l'égalité des Noirs. Dès la fin de la guerre, le Ku Klux Klan reprenait la lutte. Une lutte qui dure encore. Pour les Noirs d'Amérique, qui avaient été le prétexte officiel de cette guerre, ce n'avait été qu'un faux espoir. Ils n'étaient plus esclaves, ils n'étaient pas encore libres. 100 ans plus tard, ils n'ont pas encore fini de conquérir cette liberté. Le pays est toujours divisé, il y a le sud et le nord, toujours. Les attitudes officielles, légales, sont nettement meilleures. Liberté, égalité, un peu de fraternité, mais on aura toujours des grandes batailles. Et chaque fois on a une bataille, on fait peut-être un peu de progrès, on fait peut-être 2 pas, on avance 2 pas, et prochainement, en arrière, 1 pas. C'est-à-dire enfin, on fait de progrès. He has loosed the fearful lightning of his terror.